écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 28 novembre 2023 et c'est l'épisode 344. Alors précédemment dans Tech Café, on a parlé de Sam Altman qui a été viré par le conseil d'administration d'OpenAI. Il a été presque recruté par Microsoft pour presque créer un service dédié à la recherche sur l'intelligence artificielle dans la firme de Redmond. Alors si vous avez manqué cet épisode, évidemment, il faut aller écouter l'épisode 343 de Tech Café qui a été diffusé la semaine dernière. Et puis si vous êtes à jour ou si vous voulez aller à l'essentiel, vous pouvez écouter cet épisode parce que sachez que comme on pouvait s'y attendre, Sam Altman est à nouveau à la tête d'OpenAI, évidemment. Ce n'est pas sans considérer un petit peu de changement. On va pouvoir parler aussi de Q-Star, la prochaine génération d'intelligence artificielle qui serait en préparation chez OpenAI. Ça pourrait peut-être, allez savoir, donner raison aux membres du précédent board d'OpenAI. Cette prochaine IA pourrait-elle bouleverser notre rapport à l'intelligence artificielle, voire même de l'AGI, comme on aime à l'appeler, peut-être pas si vite, vous vous en doutez. Il ne pourrait aussi s'agir que d'un nouveau déluge d'absurdité. Et puis, pendant qu'on parle d'absurdité, on aura aussi notre petite dose d'Elon Musk hebdomadaire, histoire de ne pas perdre la main. Et puis, plein d'autres infos, et pas forcément que des infos sur l'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, qui a fait la veille et qui a préparé tout l'enchaînement des sujets. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va, oui, c'est moi qui ai mis tous les sujets, donc beaucoup d'intelligence artificielle. Je viens pour me faire taper, c'est ça ? Ouais, mais c'est normal que tu parles beaucoup d'intelligence artificielle, c'est le pouls de l'ActuTech, c'est bien normal. Alors, je suis un petit peu déboussolé parce que d'habitude, j'ai un autre logiciel d'enregistrement, mais il fait des siennes. Alors, je suis revenu sur des logiciels d'enregistrement un peu plus austères, mais diablement plus stables. D'après ce que je vois, c'est Audacity, le logiciel d'enregistrement que tu utilises depuis toujours, toi, j'ai l'impression, Guillaume, mais tu ne t'en jamais... Tu ne t'en es jamais plaint, comme quoi, non, c'est non, peut-être... Je vais revenir. Je vais revenir à nos premières amours. Un petit mot pour Patreon, parce qu'on a des personnes qui ont accepté de venir soutenir Tech Café sur Patreon. Il y a Chio, Richard Février, F. Martelet qui ont accepté de venir participer financièrement pour quelques euros par mois, parce que vous le savez peut-être, mais Tech Café est gratuit et vous pouvez pour autant participer au financement des épisodes et surtout à la rémunération de notre travail de préparation, d'enregistrement, évidemment d'animation et de packaging de Tech Café pour vous le délivrer semaine après semaine dans vos petites oreilles. Et puis, si vous trouvez que ce qu'on vous diffuse chaque semaine a du sens pour vous, que ça a une utilité, et puis que ça représente, j'espère aussi un espace de respiration dans votre quotidien. Si vous pensez que Tech Café vous manquerait s'il n'était pas là, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pouvez soutenir Tech Café, mais aussi d'autres créateurs qui sont présents sur Patreon. Vous pouvez faire d'une pierre de multiples coups, et en échange, vous profitez du flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes de Tech Café sans la pub. C'est bien la moindre des choses. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. J'en profite également alors pour vous parler d'une petite nouveauté dans Patreon. C'est lié à l'application mobile même de Patreon. Il y a un petit espace de discussion. Peut-être que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans Discord et que vous voulez juste dire à quel point Guillaume Poggiaspala fait des préparations d'émissions complètement incroyables, si jamais vous pensez qu'on vous donne de l'énergie avec Tech Café, c'est peut-être un bon moyen pour le faire. Vous pouvez aussi le faire, évidemment, sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Il y a des avis sur Apple Podcast et sur les apps de podcast aussi qu'on se doit de citer. Il y en a plus beaucoup. Alors, je fais un petit appel pour celles et ceux qui n'ont pas encore déposé leur avis sur Apple Podcast et qui voudraient être cités dans de prochains épisodes. C'est le bon moment. En attendant, il y a Chéri Bay qui a dit « J'ai découvert il y a plusieurs mois de cela cet univers tech incroyablement riche. Les infos sont sourcées, les analyses pertinentes et pointues et les sujets variés. Bref, une petite piqûre la veille tech des pros et des moins pros. Merci à tous les deux. » Merci beaucoup à toi, Chéri Bay, d'avoir déposé cet avis. Et puis, on a quelques petites aussi interactions. Alors déjà, vous avez été nombreux et nombreux à répondre au quiz Temu. Alors, si vous savez pas de quoi il s'agit, bon, Temu, c'est évidemment un site de vente en ligne de produits d'origine chinoise avec toutes les critiques qu'on peut imaginer pouvoir en faire, mais qu'on a détaillé dans l'épisode supplément de la semaine dernière. L'épisode a beaucoup plu. Et puis, il y a plein de personnes qui ont répondu au quiz, Guillaume, qui ont eu des bons scores. Est-ce que toi, entre-temps, tu as eu le temps de faire le quiz, Guillaume ? Absolument, et tu n'es pas seul, ADSL ou bas, moi aussi j'ai fait 5 sur 17, c'était au score pitoyable, mais c'est peut-être très
c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux comme ça. C'est effectivement, on se demande si c'est pas rassurant de faire des mauvais scores à ce genre de quiz. Et puis une remarque de 2J20, le Jabberwork dans Discord, le pseudo est pas évident à citer, qui m'a envoyé des messages pour mentionner les impacts de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation. J'étais un petit peu embêté parce que j'ai l'impression qu'il aurait voulu qu'on développe un peu plus ce sujet, et tu vas voir, Guillaume, j'ai l'impression qu'en fait on l'aborde déjà de manière récurrente dans Tech Café. Je voudrais quand même juste citer un petit paragraphe. Il est certain que vos sujets transversaux sur les IA génératives abordent dans la plupart des cas les questions d'impact social, mais il attendrait un dossier sur les écoles d'art numérique qui serait peut-être à ouvrir. Pour info, il dit, mais vous le savez sans doute déjà, en moyenne, les écoles d'art numérique, dans la plupart des cas privés, coûtent entre 6 000 € et 10 000 € par an sur des cursus de 3 à 5 ans. Que penser de cette dimension économique qui risque par effet collatéral d'être aussi impactée? Peut-on passer 3 ans à apprendre à faire une image digitale via IA générative? Assurément non. A priori, je suis plutôt technophile enthousiaste également, dit-il. Néanmoins, comment faire d'un vecteur d'information quelque chose qui réveille les responsabilités? Je sais pas. Guillaume, c'est vrai qu'on n'a pas abordé spécifiquement ce cas parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'on aborde, dans le podcast, les conséquences de l'arrivée de ces intelligences artificielles génératives. Mais effectivement, j'imagine que la formation, les universités, les écoles de manière générale vont peut-être être amenées à être bouleversées. Et aujourd'hui, tu passes des années à apprendre certaines techniques graphiques. Est-ce qu'il va falloir repenser ça selon toi? Je t'attaque un peu à chaud, hein, je t'ai pas préparé sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. C'est pas drôle sinon. Non, mais en fait, c'est vrai que ça prolonge ce qu'on dit effectivement sur le fait que ça va avoir un impact sur l'emploi. Et donc, ça va avoir un impact sur l'emploi même au début, c'est même avant l'emploi, effectivement, c'est-à-dire la formation des métiers qui vont pas disparaître, mais qui vont être beaucoup impactés, effectivement. Alors, perso, je pense pas que ça change forcément et tout de suite, mais même peut-être pas forcément du tout l'intégralité du truc, parce que ce que je veux dire, c'est que il faut quand même que quand tu veux devenir artiste, il n'y a pas que non plus le fait de dessiner les trucs et tout. Il y a aussi un œil, il y a aussi une culture, il y a aussi un goût, il y a aussi pas mal de choses finalement qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se développer et qui sont au-delà, si tu veux, de l'art, de l'acte technique, tu vois, de créer, de produire le truc. Ouais. Donc d'une même part, la manière de rebondir sur de l'actualité, par exemple, ou des faits de société, comment les intégrer dans des créations graphiques. Je pense effectivement qu'on peut modifier aussi les cursus bah oui, effectivement, en privilégiant cet aspect humain que l'IA, de toute façon, ne peut pas avoir, quoi. Je veux dire, l'IA n'a pas de goût, hein, elle fait ce que vous lui dites de faire. Même si elle le fait bien, bon, voilà, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que, en plus, il n'est pas exclu non plus que, tu puisses intégrer des outils IA à la création. Tu vois, est-ce que alors après, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des problèmes parce que moi, je suis pas artiste ni rien, j'ai pas fait ce genre d'école, tu vois, je sais pas à quel point, dans quelle proportion ça va impacter le truc et dans quelle proportion tu peux encore conserver le cursus, tu vois. Si ça dure 2 ans, est-ce que ça suffit que ce soit 1 an avec des outils IA, etc. Bon, pour le moment, il faut pas non plus exagérer. Je pense que être artiste, c'est plus que juste mettre un prompt et puis voilà, tu vois. Même quand même quand tu produis une image, bah il y a tout derrière, quoi, tu vois. Et même si tu produis une image avec une IA, toute cette démarche, tout ce goût, tout cet œil, cette démarche artistique, elle existe toujours, en fait. Graphique. Ouais, c'est ça. La sensibilité, elle existe toujours, même quand on utilise d'autres outils. Donc, voir l'IA comme d'autres outils, mais en réalité, ça va pas tuer l'art, hein. C'est juste que ça va modifier la manière de le produire, ça en partie, mais ça va pas tuer l'art. Je pense vraiment que les artistes vont rester des artistes. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui feront les plus belles images avec des IA, ce sont des artistes, quoi. Ouais, bien sûr. Le bagage de départ, le regard, la sensibilité, la manière d'analyser le message qui est porté par un visuel, tout ça, c'est pas encore les intelligences artificielles qui peuvent le faire. Peut-être que ça changera à l'avenir. Attention, mais il va se couler encore pas mal d'épisodes de Tech Café avant que ça n'arrive. Et donc, forcément, sans autre forme de procès, on va parler des news tech bien chaudes de la semaine avec, Guillaume, on revient sur cette affaire de Sam Altman qui s'en va et qui revient. Ouais, des allers-retours dans cette section, des allers-retours pleins, et donc évidemment le retour le plus spectaculaire et le plus médiatisé de la semaine, hein, je pense, c'est celui de Sam Altman chez OpenAI. Il est de retour et il est pas content. Est-ce qu'il va botter des culs? On sait pas encore, précisément, même s'il a demandé une enquête sur ce qui s'est passé exactement, peut-être même via une agence externe. Donc le conseil d'administration, quant à lui, il est déjà
quasi intégralement dehors, hein. Il reste plus qu'Adam D'Angelo. Donc Adam D'Angelo. Ce qui est paradoxal, hein. Effectivement, voilà. Alors lui, pourquoi il est là? Bon, peut-être pour offrir à l'ancien board un semblant de représentativité. On notera effectivement que, sa présence pourrait indiquer que, contrairement à une des théories qui circulait la semaine dernière, il serait pas à l'origine du renvoi de Sam Altman. Ouais. C'est d'ailleurs peut-être le meilleur message de défense que peut envoyer l'entreprise s'ils sont convaincus qu'il n'est pas responsable, c'est de dire non, mais il reste au board. Ça veut dire que vraiment, ils savent que c'est pas lui le problème, contrairement aux rumeurs qui auraient pu circuler, quoi. Apparemment, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on pourrait en déduire, effectivement. Donc, en plus de D'Angelo, on trouve dans ce nouveau board Larry Summers, qui est économiste, hein, qui a fait partie du gouvernement Clinton. On trouve aussi Brett Taylor, qui a travaillé sur Google Maps, qui a été CTO chez Meta, qui est co-CEO de Salesforce, qui a été au board de Twitter, entre autres. Donc, le mec connaît tout le monde, tous les bons plans petits fours de la Silicon Valley, apparemment. Voilà, il est chairman du nouveau conseil d'administration. Pour le moment, c'est tout, mais ça va pas s'arrêter là, puisqu'il y a jusqu'à 6 autres membres qui seront recrutés dans les semaines qui viennent. On sait déjà que Microsoft veut une place au conseil, peut-être même plusieurs. Donc pour le moment, en tout cas, ni Altman, ni Brockman, ni Sutskever ne figurent plus parmi les noms, pas plus qu'Hélène Tonner, dont une théorie voudrait qu'elle soit à l'origine de la saga. Alors notez bien que pour le moment, on ne sait toujours pas exactement pourquoi tout ça est arrivé. Emmett Shear, l'ex-PDG de Twitch, qui a été PDG éclair par intérim d'OpenAI pendant 3 jours, lui-même, en fait, a cherché dès le début à comprendre parce que c'était vraiment une nécessité pour lui. Lui, il a aucune légitimité. Et comme tous les employés d'OpenAI savaient très bien qu'ils avaient une place réservée chez Microsoft, il y avait même un mug à leur nom probablement sur le bureau, il avait strictement aucun pouvoir non plus. Ils avaient qu'à partir. Donc il se murmure même que les forces de l'ordre ont commencé à se poser des questions sur le conseil, sur ce qui s'était passé, et que le conseil d'ailleurs répondait que très évasivement aux questions précises sur ce qui l'a poussé à virer Altman. Donc une des théories qui continue à tenir un petit peu la corde concernerait un article d'Hélène Tonner, donc qui s'appelle Decoding Intentions. Donc c'est un article universitaire, vraiment. Elle est co-auteure de ça avec des collègues de Georgetown, et franchement, c'est pas si méchant que ça envers OpenAI en fait. L'article ne concerne que très partiellement la boîte d'ailleurs. Son sujet, ce sont les signaux coûteux. Donc, c'est-à-dire en gros les engagements au sens large, qui sont coûteux en termes d'argent ou de réputation ou de dépendance induite, etc. Donc, l'IA, on sait bien, c'est une affaire de gros budget en général. Donc ça étudie les signaux coûteux dans ce contexte de l'IA et ça parle un petit peu du lancement de ChatGPT en disant que ça a été fait de manière un petit peu précipitée quand même. Bon, il y a un article sur le modèle de langage qui a été publié 4 mois plus tard et le lancement s'est fait quasi sur un coup de tête finalement, du jour au lendemain. Et donc, à la différence d'OpenAI, Anthropic a pris son temps et a montré beaucoup plus de signes que lui avait une volonté, si tu veux, de créer des modèles qui étaient plus sûrs, plus éthiques, tout ça. Et donc, la différence de traitement d'OpenAI et d'Anthropic, dans l'article, aurait été très mal prise par Sam Altman. Selon le New York Times, il leur a même envoyé un email concernant ce truc-là aux employés, en disant que c'était grave, tout ça. Bon. Évidemment, il estime que un article comme ça, qui est un petit peu critique et qui est écrit par donc un membre du conseil d'administration, ça a beaucoup de poids. Alors, c'est peut-être un début de rupture avec, entre lui et le conseil, une partie de ce conseil et la gouvernance d'OpenAI, en tant que boîte privée, peut-être. Alors, c'est sans doute pas l'unique raison. Bon, on a déjà dit qu'Altman était en discussion pour lever des fonds, pour fabriquer ses propres puces, qu'il était hyper actif et qu'il racontait sans doute pas tout en détail au board et qu'il évoque lui-même une lente érosion de la confiance. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'Ilya Sutskever avait participé au début à des discussions pour virer Hélène Tonner du conseil, alors qu'il s'est finalement retrouvé dans l'équipe qui a viré Altman. Donc son rôle est encore vraiment très flou, et d'ailleurs il a été dégagé du board. Bon, ce qui est clair, c'est que même s'il reste encore quelques papiers à faire, Altman est de nouveau PDG d'OpenAI, qu'il y est sans doute en position de force et que Microsoft s'en est félicité. Microsoft qui ne veut plus jamais de surprise de cet ordre-là. Tu m'étonnes. Quand t'achètes quand tu fais un investissement avec plusieurs milliards sur des sujets aussi stratégiques, t'as pas envie d'être soumis à des caprices d'un conseil d'administration d'une entreprise. Non, donc il a retrouvé son pote, il est très content, donc il va sans doute s'impliquer plus dans la gouvernance de sa start-up. Entre guillemets, préférée, pour être sûr que les 13 milliards de dollars quand même investis dedans ne fondent pas du jour au lendemain à cause d'une crise de conscience, parce que, celle-là, ça peut aller très vite. Et donc, on va continuer sur les trucs avoir des trucs à raconter, je pense, parce que tout le monde n'est peut-être pas content de cette issue chez OpenAI. Il y a par exemple une lettre relayée par Elon Musk lui-même, un message d'un groupe d'employés qui a été aujourd'hui effacé, mais dont il existe un exemplaire sur la Wayback Machine. Et bon, dans cette lettre, on y lit que le management d'Altman serait pas non plus exempt de tout reproche. Surveillance, enquête sur les employés, opacité sur les recherches et les résultats, OpenAI est plus du tout open, licenciement pour productivité trop faible, etc., etc. Bon, cette lettre, c'est peut-être un faux.
Rien ne permet d'affirmer son authenticité pour le moment, d'autant qu'Elon la relaie, c'est peut-être des représailles, allez savoir. Bon, c'est pas très dur avec lui. À ce jour, ça reste encore un petit peu entouré de mystères. Donc il y a eu une autre théorie, évidemment, sur la raison du renvoi d'Altman, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui a déchaîné les passions et même qui a été officiellement démenti par OpenAI, quand même, je le rappelle. Ça a quand même été intéressant à suivre, et c'est bien sûr le mystère Q-Star dont tu parlais. Eh oui, évidemment, on va en parler. Juste avant, alors je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai eu la chance de participer là au rendez-vous tech où Patrick Béja m'a invité. Et il a beaucoup parlé, on n'a pas forcément relayé en détail. Bon, du coup, si vous voulez vraiment aborder le sujet, écoutez aussi le rendez-vous tech, après Tech Café, où il parle beaucoup de l'altruisme efficace qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises dans Tech Café, qui serait une explication de l'irrationnelle rationalité avec laquelle Sam Altman a été dégagé par le conseil d'administration. On n'a pas plus d'éléments qui permettent de justifier ces éléments-là. Tout ce que liste Guillaume Poggiaspala, ces éléments-là, et d'autres théories que vous trouverez sur Internet, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien d'avéré. Il y a des faisceaux concordants sur plusieurs sujets, mais c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Alors justement, quand même, il y a un truc qui remonte beaucoup, puis c'est génial parce que ça nous laisse imaginer que c'est ce qui va arriver chez OpenAI, donc c'est doublement croustillant. C'est Q-Star. Alors quand on dit Q-Star, ça s'écrit Q, comme je vous le disais, avec un astérisque, mais il faut le prononcer Q-Star, c'est comme ça, ils ont décidé, il faut le dire comme ça, qui serait, Guillaume, alors, la prochaine intelligence artificielle de manière générale, et on peut le dire, Guillaume, ça, cette fois-ci, c'est bon, là, ça va remplacer le cerveau humain. Tu peux nous le dire, là, ce soir, Guillaume. Là, tout de suite, là, il faut le dire. Mais non, mais écoute, qu'est-ce que c'est que Q-Star? On n'en sait rien. Voilà, officiellement, à l'heure où j'enregistre, on n'a aucune info, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de communiqué officiel, on ne sait pas ce que c'est que Q-Star. On sait que c'est effectivement le nom d'un modèle ou d'un projet sur lequel travaille OpenAI en interne, donc on sait que ça existe, mais c'est tout. On sait que ça impliquerait des membres des équipes Mailgen et CodeGen, et puis voilà. Bon, ce nom a enflammé Internet depuis une bonne semaine, en particulier sur X, et c'est vraiment marrant à voir. Alors Q-Star, selon la légende, effectivement, c'est une IA qui aurait des facultés hors du commun, qui serait capable de résoudre des problèmes de maths de niveau élémentaire comme les humains, ce qui laisse présager dans un avenir proche. Ben donc voilà, une super intelligence qui pourrait résoudre des problèmes logiques beaucoup plus compliqués, etc. Donc une AGI qui aurait effrayé une partie des employés de chez OpenAI, conseil d'administration compris, ce qui aurait précipité le renvoi de Sam Altman pour calmer le jeu, parce que il faut faire une pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Q-Star représenterait une menace pour l'humanité. Cette histoire a été relayée par Reuters, d'ailleurs, en premier lieu. Reuters qui n'a pas eu accès au fameux message qui aurait circulé en interne là-dessus, d'ailleurs, puisqu'il y a un message, personne ne l'a vu, ni moi, ni le journaliste. Donc rien de tout cela n'est officiel, c'est très probablement en bonne partie fantasmé. Personne ne sait exactement ce que c'est que Q-Star, mais ça a enflammé beaucoup d'observateurs, et c'est marrant de voir le nombre de gens qui ont envie d'y croire, et la curiosité que ça a piqué. Oui, et c'est là qu'on mesure vraiment la hype autour de l'IA et d'OpenAI aussi en particulier, c'est intéressant. Alors, Yann Lequin a douché tout le monde très vite, en balayant tout ça d'un revers de main. Il dit dans un tweet que Q-Star est probablement le nom du projet d'OpenAI qui vise à faire des modèles capables de faire des plans, de planifier un petit peu à un peu plus long terme, et qu'en fait, toutes les grosses boîtes en ont un, finalement. Elles font des tests, elles ont des projets là-dessus. Ils sont même parfois à fond dessus, lui-même d'ailleurs est à fond dessus sur la planification. Depuis une bonne demi-douzaine d'années, ils ont même engagé chez OpenAI Noam Brown, qui est à la base de Cicero et Libratus. Alors c'est des IA dont on a parlé ici, même si vous en souvenez, c'est celle qui était capable de jouer au poker et à diplomatie, aussi bien que des humains, d'ailleurs, de tromper des humains d'ailleurs. Donc du reste, dire qu'il y a des recherches sur des modèles qui sont bons en logique, c'est pas dire grand-chose, parce qu'il y en a plein, en fait. Donc, pour parler de 2 articles récents, et des vrais articles, ceux-là qui sont vraiment sortis, on peut mentionner, par exemple, ceux de chez Microsoft, sur LogiPT et sur Orca 2. Alors, LogiPT, par exemple, c'est un modèle de langage qui a été entraîné spécifiquement sur des cheminements logiques. Donc, en gros, c'est un LLM qui est pas forcément doué pour faire de longs raisonnements logiques en 6 ou 12 étapes, tu vois, parce que, il fait pas fait pour ça, tout simplement. Donc, d'habitude, on fait comme pour les autres trucs pour lesquels le LLM n'est pas doué, les calculs arithmétiques par exemple, ils sont pas forcément très doués, on leur donne des outils. Donc on leur apprend à se servir d'une calculette, puis en gros quand ils doivent faire un calcul, ils font pas ils essaient pas de le faire de tête, ils utilisent la calculette. Et pour la logique, on peut faire la même chose avec un solver. Un solver de logique, qui résout des équations logiques. Sauf que là non plus, c'est pas idéal parce que régulièrement, il se plante dans la syntaxe. C'est un peu plus compliqué qu'une calculette, et il se plante dans la syntaxe, donc il n'arrive pas, en fait, à utiliser l'outil correctement toutes les fois. Donc l'idée de LogiPT, c'est de se passer, en fait, de solver externe, de passer directement à un entraînement, où on va donner plein d'exemples à un modèle de langage type GPT, avec, je vais pas faire le détail,
des raisonnements logiques avec des conventions syntaxiques extrêmement précises qui feront penser à du Prolog, les moins jeunes d'entre nous. Donc on décompose en gros sur un gros dataset d'exemples des raisonnements à base de règles, d'hypothèses, de relations logiques, et puis on l'entraîne là-dessus. On prend un modèle open source, alors ici c'est des Vicuna ou des Code Llama, puis on les fine-tune dessus, et étonnamment ils deviennent meilleurs que les modèles à qui on a donné des outils, donc pour résoudre la logique, parce que on zappe ce problème d'erreur de syntaxe. Et donc, il n'y en a pas besoin. Donc, on atteint des scores de 89 à 95% de bonnes réponses, même sans outils. Donc, cette manière d'apprendre à raisonner au LLM, elle se retrouve aussi dans la méthode Orca. Alors, Orca, c'est un projet de Microsoft, qui a des implications qui sont très prometteuses, économiquement parlant même, pour Microsoft. Et en gros, le but, c'est d'apprendre un petit modèle à raisonner en le faisant tutorer par un ou des gros modèles. Donc, la méthode Orca, donc si c'est Orca 2, il y a aussi une méthode Orca 1, elle a déjà donné de très bons résultats sur les Llama 1. Orca 2 va plus loin, c'est un fine-tuning de Llama 2. Et pour faire simple, on va générer un set de données d'entraînement synthétique qui va montrer une foule d'exemples de raisonnement. Quand je dis une foule, c'est 817 000. Donc c'est vraiment beaucoup d'exemples. Et donc il y a des exemples très simples en une étape, il y a aussi des trucs avec des niveaux de difficulté plus gros, donc des raisonnements plus longs. Donc on incite, par entraînement, tout simplement, Orca à faire des raisonnements prudents et itératifs. Donc vraiment pas par pas, etc. Et donc les résultats sont spectaculaires. Orca 2, qui fait 13 milliards de paramètres, donc c'est-à-dire qu'il est petit, il est aussi bon que Llama 2 qui en a 70 milliards de paramètres. Donc c'est une super nouvelle pour Microsoft, parce que pour lui, évidemment, comme il déploie des IA partout, c'est un enjeu économique majeur de remplacer des gros modèles par des plus petits, parce que ça coûte quand même drôlement moins cher à exploiter. Donc cette manière d'entraîner les modèles sur des exemples très standardisés, très structurés, c'est aussi utilisé pour repousser leurs limites. Et donc il y a des résultats et des perspectives qui sont vraiment intéressantes qu'on rencontre aussi sur le chemin de QStar. De QStar dans le sens fantasme, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais bon. Il y a plein d'hypothèses, et donc parmi les hypothèses intéressantes, parce qu'elles se basent sur des recherches réelles, qui sont avérées, et qui a été partagée par plusieurs observateurs, qui se sont cassés la tête à essayer de deviner ce que ça pourrait bien être ce truc, ce serait une manière d'utiliser de l'apprentissage par renforcement sur des modèles de langage. Parce qu'en fait, l'apprentissage par renforcement, c'est très pratique, c'est très puissant, parce que ça permet par exemple à une IA d'apprendre toute seule à jouer à des jeux Atari 2600, à jouer à Pitfall, à Breakout, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est important, ça. C'est des trucs qui sont vieux maintenant, je crois, depuis 2016, quelque chose comme ça, où c'est comme ça aussi qu'elle apprend à jouer au Go mieux qu'un humain. Alors le souci, c'est que les modèles de langage, c'est produit du texte, quoi. C'est dur de dire de manière certaine si une réponse est vraiment meilleure qu'une autre. C'est dur de concevoir une fonction de récompense, en fait, pour le dressage du modèle. Parce que le modèle par renforcement, c'est ça, c'est du dressage. C'est-à-dire qu'on conçoit une fonction de récompense, on lui donne un sucre si c'est bien, on lui donne pas de sucre si c'est pas bien. Et pour ça, il faut savoir quand lui donner du sucre. Donc c'est pas évident quand on a quelque chose qui est pas bien quantifiable, en fait, comme du texte. Et en fait, il y a un article d'OpenAI de mai 2023 qui s'appelle « Let's Verify Step by Step » et qui, justement, va essayer de faire un truc comme ça. Alors l'idée, c'est d'automatiser l'évaluation non pas des réponses, mais carrément du raisonnement. Donc, un raisonnement donné par un modèle de langage, c'est-à-dire une suite d'étapes logiques, un raisonnement. On lui pose une question, il faut réfléchir, donc il va lui donner une suite d'étapes logiques comme ça. Et donc, il va répondre tout son raisonnement, évidemment, et le truc, c'est que ce raisonnement sera peut-être complètement faux. Mais le truc, c'est qu'il peut t'en faire plusieurs, puisqu'évidemment, à chaque graine aléatoire, en fait, à chaque fois que tu lui demandes, finalement, il peut te faire un raisonnement différent, tu vois. Donc, il va donner plein de chaînes de pensée, comme ça, on les appelle d'ailleurs comme ça, chains of thought, c'est des chaînes de pensée. Il pourra te faire plein de raisonnements, sur qui a tué le colonel Moutarde, et sur la graine aléatoire, il va y avoir peut-être plusieurs justes et plusieurs faux. Donc, on n'a plus une seule chaîne de pensée, on a carrément un arbre de pensée. Et des branches dans cet arbre vont être fausses, ou d'autres amèneront à une feuille qui est une bonne réponse, ou pas. Bon, le but, ce serait donc de renforcer un modèle de raisonnement juste, en fait. De l'encourager à raisonner juste. Et pour ça, il faudra avoir un modèle évaluateur. Donc, un modèle qui voit passer les raisonnements, sortis par le modèle donc générateur, qui génère les trucs. Le papier, donc ce papier qui date du mois de mai, qui a été coécrit par Sutskever, en fait, il se focalise sur ce modèle évaluateur, qui pourra être utilisé pour concevoir donc une récompense. Parce que si on a un évaluateur, on peut concevoir une récompense. Cette récompense peut se transformer en renforcement positif, qui renforce donc les raisonnements justes, et en retour, cette récompense peut être utilisée pour entraîner le modèle générateur par renforcement, pour le rendre meilleur.
sachant qu'il pourra servir à créer de meilleurs évaluateurs, qui créeront de meilleurs générateurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un modèle qui réponde de presque toujours juste, tout simplement. Donc ils vont pas jusque-là dans l'article, mais c'est clairement une piste de recherche ultérieure. Donc est-ce que c'est ça QStar ? Aucune idée, mais c'est intéressant conceptuellement, ce genre de truc, tu vois. Et bon, d'une manière générale, on n'est pas aux limites des capacités des modèles actuels, et on n'est pas au bout de nos surprises non plus. D'ailleurs, savez-vous que GPT peut non seulement produire du code, mais aussi l'exécuter ? Ça fait un peu machine virtuelle finalement, quelque part. Bon, écoute, on ne sait pas si QStar, ce sera la prochaine, la nouvelle star. Je reprends tes blagues, après tout. Mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est aussi... oui, on les rentabilise. Ce qui est rigolo, c'est de voir que la hype qui est identifiée parfois sur les rumeurs des produits Apple commence doucement mais sûrement à se faire remplacer par d'une certaine manière, par la hype qu'on voit sur les prochains produits et les prochains développement côté OpenAI, donc c'est rigolo de voir que les temps changent un petit peu là-dessus. Bon, au passage, Guillaume, il est peut-être grand temps de revoir fondamentalement la manière de développer, notamment développer ce qui se passe en intelligence artificielle. Jusque-là, on utilise beaucoup le Python. Je me rappelle que c'était d'ailleurs notre compère avec qui on avait échangé du développement avec Python et pourquoi le Python était aussi intéressant. Et désormais, il va peut-être falloir passer à la programmation en GPT, Guillaume. Oui, alors c'est juste pour continuer une toute petite revue de cette recherche là qu'on fait sur les capacités et le potentiel des modèles de langage, parce qu'il y a cet article de mars 2023 qui est partiellement de Microsoft aussi d'ailleurs, et qui montre que prompté convenablement, GPT-3 est capable d'exécuter un programme. Et en fait, c'est comme d'habitude. On écrit un long pavé de texte et il le complète. Bon, jusque-là, il n'y a pas de changement. Mais il s'avère que si, par exemple, dans ce long pavé de texte, on lui décrit de manière vraiment très synthétique et systématique une procédure pour trier une liste de 4 nombres, et qu'à la toute fin de la description, on lui met une liste de 4 autres nombres, mais il va faire exactement comme ce qu'il a vu. Il va appliquer exactement la même procédure, mais à ces 4 nouveaux nombres, et il va finir par vous afficher la liste de ces nombres triés. Donc en fait, GPT, il est capable d'exécuter un algorithme, essentiellement écrit en pseudocode, en fait. C'est comme si vous écriviez du pseudocode en anglais, quoi. Bon, en l'occurrence, ici, c'est un bubble sort, c'est un tri basique, naïf, mais quand même. Et c'est pas le seul algo qu'il est capable d'exécuter. Il peut exécuter un algo qui trouve une chaîne de caractères, qui trouve une sous-chaîne de caractères dans une chaîne, la plus longue sous-chaîne sans caractères qui se répètent. Bon, c'est un exemple académique, on va dire, de programmation assez classique, quoi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que GPT-3, c'est un vieux modèle désormais. Donc mais quand même, lui, il a la capacité de suivre des algorithmes, de suivre des algorithmes itératifs, de faire des boucles. Il peut faire des boucles, il peut même faire des boucles imbriquées. Et donc ça veut dire qu'il peut aussi, en principe, résoudre des problèmes qu'on pensait qu'il n'était pas capable de résoudre. Tous les problèmes de logique qui reviennent à du tri, par exemple, les problèmes de logique à la noix, là, qui est le plus rapide de John, Rebecca et Jack, sachant que machin est plus rapide que truc, mais plus long que bidule, etc. Ce genre de truc, c'est un tri en fait. Donc même si GPT-3, il sait pas répondre directement tout seul comme ça, d'emblée, en principe, il sait le faire, puisqu'il sait trier. Donc il suffit qu'il trie Jack, machin, Rebecca, et puis voilà. Donc on sous-estime probablement les capacités des modèles, parce qu'on les prompte de manière simpliste quelque part. Et puis, ça veut dire aussi que, a priori, maintenant, on peut dire que les LLM sont quasi Turing complet. Alors, Turing complet, pour faire trop simple, ça veut dire que c'est une machine programmable. Voilà, c'est une machine qui sait exécuter tout programme imaginable, même si elle le fait d'une manière super bizarre et super inefficace, elle peut tout exécuter. Alors pour le moment, les LLM ne le sont pas, au sens strict, attention. Déjà par leur structure à contexte de longueur fixe, et puis en plus ils peuvent que rajouter des éléments à la fin. Ils peuvent pas revenir, par exemple, donc ça c'est rédhibitoire. Mais dans ce cas-ci, en fait, le fait que ce soit quasi Turing complet, pas Turing complet, c'est parce que justement la manière de les programmer est pas vraiment fiable, c'est-à-dire que c'est encore difficile à maîtriser. Ça passe par une forme de prompting qui est très stéréotypée, très rigide, et qui parfois ne marche pas. Et c'est pas facile de dire exactement quoi dans le prompt va clocher. D'ailleurs, de manière très surprenante, GPT-4 est moins bon pour exécuter du code que GPT-3. Donc, les GPT seraient quasi Turing, puisqu'ils ont des limitations et que leur programmation n'est pas encore une science exacte, mais quand même, c'est quand même frappant de voir à quel point on découvre encore des capacités à ces trucs. Parce qu'on peut facilement sous-estimer les modèles de langage. Alors c'est vrai qu'à la base, ce sont que des prédicteurs statistiques du prochain mot d'un texte, c'est vrai, mais en réalité, c'est pas contradictoire avec une multitude de fonctions de haut niveau qu'on découvre petit à petit. Et s'ils sont programmables, il faut peut-être revoir de manière
d'une manière, en profondeur, on va dire comment on les teste. De toute façon, on se rend compte de plus en plus que les grands sets questions-réponses qu'on utilise pour les tester sont pas idéaux, soit parce que c'est pas forcément adapté, soit parce que c'est un petit peu trop simple, peut-être. Alors justement, il y a des pistes de réponse pour arriver à mieux mesurer les assistants par intelligence artificielle. Il y a Gaïa. Alors parmi les noms des auteurs de cette recherche, il y a Yann Lequin. Donc voilà, ça permet de refaire un clin d'œil sur le sujet. Donc un process qui vise à poser des questions à ces algorithmes pour essayer de voir comment ils s'en sortent. Guillaume, on va essayer de savoir si surtout ils s'en sortent plus ou moins bien que les humains grâce à ça. Il y a beaucoup de tests de logique, de questions-réponses qui sont bien maîtrisés par pas mal de modèles de langage, et parfois même on se demande à quel point c'est pas parce qu'ils sont peut-être même involontairement entraînés aussi dessus. Et donc surtout, ces trucs-là sont pas destinés à vérifier les capacités de planification, les capacités multimodales, les capacités qui seraient attendues en fait d'un agent vraiment intelligent, qu'on nous promet finalement à travers les IA généralistes, tout ça, ces assistants polyvalents qu'on nous promet. Et c'est pour ça que chez FAIR, donc à l'unité de recherche IA de Meta, ils ont mis au point Gaïa. Donc c'est un dataset complet qui a été mis au point par une équipe française, dont Yann Lequin, c'est vrai, et qui regroupe 466 tâches qui sont simples à faire pour un humain, mais très dures pour une machine. Alors, simple à faire pour un humain, faut être concentré quand même, j'ai regardé. Oui, c'est clair et net. En fait, elles sont simples pour des humains, mais elles prennent du temps et elles nécessitent de savoir utiliser des outils. Déjà un navigateur web très souvent, puis aussi de planifier, de chercher dans des pages, de trouver des correspondances, de reconnaître des détails dans des photos, etc. Ça fait un peu exercice de sciences économiques, tu sais, au lycée, quand t'as des livres comme ça avec plein de données, tu dois aller recouper les infos, c'est un peu ça. Je trouve. Non, c'est vrai, c'est un peu ça. D'ailleurs, là, par exemple, combien est-ce qu'il y avait de participants dans l'essai clinique de janvier 2018 sur les tests de H. pylori sur des patients atteints d'acné? Demande à Google. C'est ça, vous savez pas? Tu demandes à Google. Et après, à voir chercher un peu, c'est 90. Et pour le savoir, clairement, le modèle de langage, il a pas la réponse d'emblée. Il sait pas ça, forcément, c'est pas enregistré. C'est pas une question simple du genre qui était président des États-Unis en 95. C'était Clinton. Ça fait 2 fois que c'est Clinton dans ce podcast. Qu'est-ce qui se passe? Complot? Je m'égare. C'est juste la difficulté de niveau 1. Ça nécesse déjà de comprendre la question. Donc, moi, déjà, j'ai dû relire 3 fois et pour aller chercher sur le bon site la bonne info, c'est déjà chaud. Alors, le niveau 3, vous imaginez? Non, vous imaginez pas c'est quoi le niveau 3. Pareil, j'ai dû relire 6 fois l'énoncé. Par exemple, la photo du jour sur le site de la NASA du 21 janvier 2006 montre 2 astronautes et l'un apparaît beaucoup plus petit que l'autre. Si on est en août 2023, des astronautes du groupe dont celui qui apparaît le plus petit dans la photo fait partie, lequel a passé le moins de temps dans l'espace, donne son nom de famille, le temps passé en minutes dans l'espace de secondes. Pas évident. Voilà, la réponse c'est White 5876. Non, mais moi j'ai du mal, il faut une demi-heure rien que pour lire la question. Bon, le truc c'est que par contre toutes les réponses sont simples, elles sont concises, non ambiguës, donc c'est très facile à vérifier. On a donc des centaines de challenges à poser à un agent, et on peut très rapidement vérifier qu'il a bon, c'est quasi impossible qu'il ait juste retenu la réponse dans son dataset. À l'heure actuelle, les humains peuvent répondre à plus de 90% des challenges, quel que soit leur niveau de difficulté, même si ça peut leur prendre plus d'une demi-heure. Donc, me jugez pas, je pense que ça me prendrait plus. Par contre, GPT-4, avec ses plugins, ne réussit que 30% des challenges de niveau 1, 10% des challenges de niveau 2, et 0% des challenges de niveau 3. Donc, Gaïa établit un nouveau standard à atteindre pour les futures IA. Si elles parviennent à maîtriser un jour 90% du niveau 3, on pourrait se dire qu'on est vraiment pas loin d'avoir un truc généraliste. Et il faudra bien sûr trouver d'autres questions imbitables à lui poser encore plus dur. Oui, on adaptera les challenges parce qu'il aura grandi, donc il faudra des choses plus compliquées. Mais ce sera peut-être pour le coup trop compliqué pour les humains. Bon, c'est intéressant, allez jeter un coup d'œil et puis vous testerez vous-même de répondre aux questions. Vous nous direz. Alors c'est plus compliqué que le test Temu qu'on a abordé dans l'épisode supplément de la semaine dernière. Bon, il faut quand même, Guillaume, qu'on parle d'un sujet moins reluisant que la recherche en matière d'intelligence artificielle. C'est les actions d'Elon Musk avec X, ex-Twitter. Oui, ça s'en va et ça revient, ça aussi. Donc, par exemple, la présentation des articles de presse liés sur X, ça change encore, parce que d'une manière très étonnante, elle était devenue nulle, et voilà, apparemment, on s'en est rendu compte.
Ben oui, les liens étaient tellement épurés qu'on voyait plus rien, qu'on comprenait plus rien, surtout étant donné qu'on réagissait souvent sur un lien qui donnait aucune info sur le contenu. Donc le nom de domaine en fait, c'était le nom de domaine et une image de l'article, donc va comprendre parfois. Ben c'est ça, va comprendre ce qu'il y a dedans, pourquoi le mec il réagit. Oh c'est super, oh non c'est super inquiétant, very concerning. Bon, donc heureusement X va désormais mettre un titre au-dessus des liens. Quelle invention formidable le titre, on n'en parle pas assez de ça. Intéressant. Alors malheureusement, il y a pas que cette relative bonne nouvelle pour X qui corrige une connerie faite par Elon il y a 2 mois. En ce moment, X est en difficulté. Quoi ? Oui, bon, je sais, je dis ça toutes les semaines depuis 1 an, donc je reformule. La difficulté de la semaine, c'est que non seulement les grandes marques ne font pour le moment plus de pubs sur X, mais en plus, elles n'y publient plus du tout. Ça fait une dizaine de jours que Disney n'a rien publié, pas plus que les comptes associés Pixar, Star Wars ou Marvel. Donc il y a la même chose pour plein d'autres comptes très très connus, comme celui de The Late Show, de Stephen Colbert, ou Paramount, ou encore Warner Bros. Et selon CNN et une source proche du dossier, c'est parfaitement intentionnel. Donc X court un risque qui est peut-être encore plus grand que celui d'être privé de pub, c'est celui d'être privé de contenu. Parce que les marques continuent de publier en attendant, mais sur Threads, c'est de chez Meta. Et donc, par exemple, mais en particulier sur Threads. Et donc X est en train de perdre progressivement en pertinence. Si ça continue comme ça, ben la vie se passera ailleurs que sur Twitter finalement, et il va devenir petit à petit un réseau de seconde zone voué à rétrécir beaucoup, comme Tumblr peut-être. Est-ce que c'était pas un peu écrit tout ça? Pendant qu'on parle d'Elon Musk et de X, il faut aussi qu'on parle d'Elon Musk et de Tesla un petit peu, Guillaume. Ben ça vient aussi, hein. Alors, je parle pas de son gros souci en Suède, où il y a un mouvement social qui suscite la solidarité de plein d'autres secteurs d'activité, en fait, et où les facteurs ne veulent même plus livrer les plaques d'immatriculation de Tesla aux nouveaux proprios. Ça, c'est quand même marrant. Et je parle pas non plus de rapports d'accidents graves sanglants dans les usines d'Austin. Non, en fait, je parle plutôt de ce qui joue au tribunal pour Tesla en ce moment, parce qu'il y a un jugement défavorable sur une affaire de crash en pilote automatique. Alors, le crash sous autopilote, ce full self-driving, et qui est pas full du tout finalement, et qu'il faut surveiller en permanence comme du lait sur le feu, a déjà été impliqué dans 273 accidents aux États-Unis entre son introduction et l'été 2022. Heureusement, ils sont pas tous graves, ces accidents, bien sûr, mais ça pourrait déjà dénoter un petit manque de fiabilité générale peut-être, et bon, quoi qu'il arrive, c'est peut-être une fiabilité inférieure à ce que Tesla avait annoncé dans sa vidéo de présentation de 2016, une vidéo qu'on sait désormais qu'elle a été à moitié bidon, qu'elle a été complètement bidonnée presque. Donc en 2019, Tesla a été attaqué dans le cadre d'un accident mortel en Californie, et un autre au Texas. Il avait été jugé non responsable. En Californie, par exemple, le chauffeur avait bu. Bon, ça aide pas. Donc le souci pour Tesla, c'est que, dans encore un autre procès qui l'oppose à Kim Banner, la femme de Jeremy Banner, dont la Tesla l'a conduit tranquillement et automatiquement sous un 38 tonnes, à une intersection, mais il était responsable de l'accident, l'autopilote là, et qu'en plus, il est coupable, donc Tesla est coupable du coup de négligence grave. Non, c'est le juge de Floride, Reid Scott, qui a déclaré que Tesla et son PDG connaissaient les défauts de l'autopilote et ont échoué à les résoudre tout en continuant à le commercialiser malgré ses limitations. Elon est cité nommément parce qu'il était censé connaître tout ce qu'il y avait à savoir sur le développement du FSD, le Full Self-Driving, et ne pouvait pas ignorer en fait ses capacités et les limitations de ses capacités. Malgré ça, Tesla a continué, et lui-même en particulier a continué à le marketer comme Tesla vend des voitures autonomes. Et c'est vrai que, honnêtement, full self-driving, ça sonne pas comme petite assistance à la conduite à utiliser avec prudence et modération. Tu vois, ouais, j'avoue. Pas tout à fait la même chose. Donc, pas encore condamné formellement. Il est quand même tout à fait vraisemblable que les jurés finissent donc par déclarer Tesla coupable, et ça serait fâcheux, parce que le cas de Jérémy, il est similaire quand même à un autre cas en Floride, celui de Joshua Brown en 2016. Donc des perspectives d'ennui peut-être pour Tesla, qui a déjà dû rappeler plus de 300 000 voitures en début d'année à cause d'une mise à jour foireuse sur l'autopilote, donc c'est pas génial en ce moment. Sale période, bon, il y a quand même une dynamique aussi, il faut pas relever que ce qui va pas, mais effectivement, c'est des sacrés sujets à gérer, ça doit occuper pas mal les cerveaux d'Elon Musk en ce moment. On va parler d'un tout autre sujet, mais qui est parfois peut-être aussi inquiétant, et qui montre encore une fois à quel point Google est un peu omnipotent dans la manière dont on navigue sur Internet et sur l'économie associée. Vous savez, Google qui est derrière Chrome, forcément le navigateur probablement le plus utilisé dans nos contrées, et il y a une évolution de Chrome qui risque d'arriver, qui prend en compte des nouvelles manières de gérer les extensions, et plus directement, Guillaume risque d'être concerné, les adblockers dont on a commencé à avoir l'habitude d'utiliser maintenant.
Ben, c'est un autre truc qui s'est emballé, mais là qui revient, hein, c'est le manifeste V3 de Chrome. Donc youpi, super. Alors que la guerre des pubs fait toujours rage sur YouTube, hein, qui désormais impose un délai de 5 secondes avant le lancement d'une vidéo, si vous avez un anti-pub. Enfin, je dis ça, je l'ai pas vu. C'est pas tout le monde, et c'est pas tout le temps. Google joue un petit peu sur la guerre des nerfs, comme ça, Mais bon, dans ce cadre de la chasse aux anti-pubs généralisée, on va retrouver en 2024 un vieil ami qu'on aurait bien voulu qu'il reste là où il était dans les limbes des idées de merde. C'est le manifeste V3 de Chrome qui va changer en profondeur ce que les extensions peuvent faire ou pas dans les navigateurs. Alors, en janvier de cette année, les bêtas de Chrome ont commencé à implémenter ces nouvelles recommandations qui limitent les capacités des extensions pour des raisons de sécurité et de performance, je cite. Et devant le backlash énorme, le déploiement a été mis en pause indéfiniment. Jusqu'à aujourd'hui, où il est à nouveau prévu pour juin 2024, et avec quelques ajustements à la marge. C'est vrai que le nombre de règles de filtrage qu'une extension pourra utiliser a été relevé à 30 000, ce qui est toujours famélique par rapport à ce que font les adblockers actuels, qui font 10 fois plus, généralement. Donc les arguments en faveur du V3 sont toujours les mêmes, mais ils sont toujours aussi peu convaincants. C'est vie privée. Oui, venant de Google, qui aspire à toutes les données qu'il peut, partout où il peut, c'est mignon. Et les performances, en parlant de Chrome, qui est probablement le plus gros consommateur de RAM de la galaxie, c'est cocasse. Hein. Et puis bon, c'est dingue, donc le V3 en face sur face en plein dans le contexte de guerre contre les adblockers sur YouTube. Quelle coïncidence folle quand même. Bon, perso, ce que j'y vois surtout, c'est une opportunité en or pour Firefox. Quand vous aurez des adblockers tout moisis sur Chrome, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, parce qu'effectivement, sur Firefox, il risque pas, évidemment, vous l'avez compris, d'y avoir les mêmes limitations en nombre de règles, par exemple, sur les adblockers. Donc, peut-être que ça s'avérera être une porte de sortie intéressante et pertinente. On termine cette rubrique, Guillaume, avec un volet juridique et des conclusions au sujet d'un conflit avec une intelligence artificielle générative qui rappelle déjà une précédente décision qu'on avait d'ailleurs relayée, Guillaume, dans Tech Café précédemment pour Stable Diffusion. Et oui, aller-retour régulier là aussi, c'est les procès pour violation des copyrights des IA. On avait déjà parlé de la procédure contre Stable Diffusion et Midjourney, qui avait été largement refoulée, qui était revenue dans les mains des avocats pour être reformulée de manière plus adéquate. Et ben c'est à peu près la même chose qui arrive, et à peu près pour les mêmes raisons d'ailleurs à Sarah Silverman et son procès contre Meta, dont le modèle de langage libre Llama serait selon elle une machine à plagier et à violer ses droits d'auteur, entre autres. Alors pas si vite, néanmoins, pour le juge Vince Chabria, cela n'a, je cite, pas de sens. Il est impossible de considérer les modèles Llama eux-mêmes comme des adaptations des livres de la plaignante. Alors la plaignante qui, par ailleurs, ne donne aucune preuve qu'aucune production de Llama ne puisse être vue comme un plagiat ou une copie de son œuvre. Elle a encore retour chez les avocats pour reformuler ça de manière plus précise. Donc, le problème, c'est le même que pour les générateurs d'images. C'est-à-dire que, en fait, les générateurs, les IA génératrices, ne produisent pas des copies, et même pas vraiment des pastiches reconnaissables des œuvres, tu vois, et qu'ils ont vues pendant l'entraînement. Ils peuvent adopter un style, un ton spécifique, mais finalement, pas plus qu'une fanfic moyenne, quelque part. Donc la plainte contient d'ailleurs les mêmes approximations que pour la création d'images, puisqu'on dit que Llama, je cite, copie chaque morceau de texte dans l'ensemble de données d'entraînement et ajuste progressivement son résultat pour qu'il ressemble davantage à l'expression extraite de l'ensemble de données d'entraînement. Bon, donc on est encore sur un truc où on fait des copies des données, puis on fait une interpolation de ces données. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est factuellement faux, c'est pas une interpolation. Donc l'argument principal de l'action en justice est donc que le but de Llama est d'imiter les expressions protégées par le droit d'auteur, et que l'ensemble du modèle doit être considéré comme une œuvre dérivée contrefaite, ce qui est techniquement faux. L'objectif de Llama, c'est pas de reproduire du Sarah Silverman ou du J.K. Rowling, c'est d'apprendre à parler anglais, et français, et italien, et python, et C, etc. Et il le fait en lisant des masses de textes monstrueuses, dont les œuvres copyrightées à protéger ne représentent d'ailleurs qu'une infime fraction. Et si elles n'étaient pas là, ce qui est sans aucun doute souhaitable par ailleurs, la procédure et l'objectif du modèle seraient exactement les mêmes. Donc, c'est là que ça coince, parce qu'en gros, si tu attaques pour contrefaçon, pour plagiat, il faut démontrer que les œuvres ont un haut degré de ressemblance. C'est ça un plagiat finalement, tu vois. Mais Llama, lui, il produit du texte, c'est tout. Il produit n'importe quel texte. Il ne reproduit pas des passages entiers de Sarah Silverman. Donc l'angle d'attaque est assez fragile. Donc Sarah a toutefois rejoint une autre class action contre OpenAI, probablement dans les mêmes termes d'ailleurs, donc on verra bien comment ça tourne. Bon, des conclusions qui sont cohérentes, finalement, sur le plan de la justice. On met de côté ces allers et retours. On a quelques infos autour des images, de la génération même des images. Et pendant qu'on parle de Stable Diffusion, Guillaume, tu voulais nous relayer les avancées de Stable Video Diffusion. Ben oui, la vidéo, ça s'arrête plus, ça bouge, si j'ose dire.
C'est la suite logique, hein, après Stable Diffusion pour les images. Hein, Stability AI vient de lancer Stable Video Diffusion, une famille de modèles pour générer des vidéos. Et oui. Alors, on aurait pu s'en douter, c'est vrai. Donc, désormais, c'est possible sur un PC, donc sur votre PC, s'il est assez puissant, hein, honnêtement, de générer ses propres clips vidéo à partir d'un prompt ou bien d'une image qui sera animée par un modèle qui pèse quand même ses 10 gigaoctets, et qui donc n'est pas à mettre sur toutes les cartes graphiques, parce que voilà, la mienne pourrait fondre. Bien sûr, l'interface sera, l'inférence, sera plus longue pour les images, enfin, que si vous générez une seule image, bien entendu. Après, la qualité semble vraiment correcte, hein, vraiment, voire carrément bonne. Pour l'instant, on peut générer que 14 ou 25 images. Donc c'est vraiment des tout petits clips, c'est-à-dire avec une fréquence variable qui va de 3 à 30 images par seconde. On peut régler le niveau de mouvement d'ailleurs, le nombre d'images limite, bien sûr, le truc a des clips assez courts, hein, forcément. Non, la résolution est fixée à 1024 par 576, mais un peu comme tous les autres services de ce type, ça c'est un peu normal. Vous pouvez le tester en ligne sur Hugging Face. Alors, c'est malheureusement très très long. Moi, j'ai pas réussi en fait. Je suis, 48e sur la liste. Bon, mais vous pouvez a priori le tester un petit peu partout. Voilà, sur Internet, il y a des trucs comme ça. Même si vous n'avez pas une carte graphique. J'ai vu passer sur Reddit de nombreux essais. Ça y est, hein, il y a pas mal de gens qui ont commencé à l'utiliser. Certains sont vraiment très convaincants, surtout qu'on peut combiner les outils IA. Donc, je sais que la résolution semble faible des images, mais ça peut être compensé par des upscalers bien choisis. Et surtout, le faible nombre d'images par seconde peut parfaitement se résoudre avec d'autres outils comme FlowFrame, qui génère par IA aussi des images intermédiaires, exactement comme le fait un DLSS 3 par exemple. Et donc j'ai vu passer des vidéos fluides avec un niveau de détail qui parfois est vraiment très... je crois que j'en ai lié un dans le doc, qui est sur graphique, où il y a des espèces d'insectes un peu dégueulasses, mais vraiment très réalistes, qui sont... en fait, c'est juste des cadrages qui bougent un tout petit peu comme ça, de gauche à droite, c'est pas grand-chose, mais rien que le fait que ça bouge un petit peu, que ce soit en profondeur, ça donne une vie supplémentaire, effectivement, aux générations, c'est quand même vraiment sympa. Allez voir sur le Reddit Stable Diffusion, il y en a plein. L'animation de même devient passe-temps, hein, sur ce sub, c'est marrant. Et la concurrence, elle se repose pas sur ses lauriers, hein. Il y a Gen 2, qui a déjà fait une mise à jour spectaculaire pour la qualité, mais Runway est allé encore plus loin avec le Motion Brush, donc motion comme mouvement, donc c'est le pinceau de mouvement. Et c'est un outil qui est quasi indispensable en réalité, parce que ça permet de délimiter sur une image les parties que le modèle devra faire bouger. C'est-à-dire que le reste va rester statique. Si une maison est en flammes sur une photo, on délimite les flammes, et c'est les flammes qui s'animeront, la maison va pas bouger. C'est logique, ça évite aussi qu'il y ait des distorsions indésirables ou des travelling que tu voudras pas ou des trucs bizarres sur certaines frames. Globalement, de toute façon, toute forme de contrôle supplémentaire dans la génération vidéo deviendra cruciale, parce que pour que l'adoption soit large par des outils, comme outil professionnel si tu veux, il faut du contrôle. Et comme la vidéo c'est un degré de liberté en plus par rapport aux images, il faut encore plus de contrôle. Et bon, ça c'est pas encore dans les notes, mais je l'ai vu même il y a 2 heures, je crois que Pika Labs a lancé une nouvelle version de Pika, donc sur pika.art, et il y a, là c'est la totale. C'est-à-dire que non seulement la qualité a l'air bien meilleure qu'avant, mais en plus, il est possible de modifier, de faire du vidéo to vidéo, de modifier des éléments dans une vidéo, comme chez Adobe, ce qu'on avait parlé, ce dont on avait parlé il y a pas très longtemps. On peut faire donc du texte ou vidéo aussi. Ça a l'air très impressionnant. On peut faire du zoom out sur des vidéos. Donc de compléter des vidéos comme ça avec des parties qui manquent. Ça a l'air impressionnant à voir sur pied. Pour l'instant, j'ai pas vu. Il y a une liste d'attente. Bon, à voir. On continue, Guillaume, justement, avec les LoRa. Les LoRa, bien sûr, on parle de contrôle pour la génération d'images. Deux recherches qui vont, à n'en pas douter, se retrouver très bientôt dans les outils de génération d'images un petit peu variés, professionnels ou pas. Alors là, on parle d'images fixes pour le moment. Donc c'est des LoRa pour les images fixes. Alors le premier, c'est tout simple à expliquer. C'est pas tout simple à faire, mais c'est tout simple à expliquer. Ça s'appelle Zip LoRa. Et ça améliore la combinaison des LoRa. Alors qu'est-ce que c'est un LoRa ? Un LoRa, c'est un tout petit réseau de neurones qu'on greffe à un gros. Donc c'est un tout petit cerveau, petit cervelet qu'on greffe à un gros cerveau. Et ce petit réseau permet de modifier le gros pour lui inculquer un nouveau style, ou comment dessiner un nouveau sujet. Par exemple les King Charles, ou les fraises des bois. Le truc, c'est que ce réseau adaptateur, ils sont tout petits, ils sont assez compacts, c'est facile à télécharger et à échanger facilement. Et on peut en rajouter le cas échéant plusieurs, un gros réseau de base. On peut rajouter plusieurs organes comme ça. Et donc vous remarquez que je parle pas explicitement, en tout cas pas uniquement de génération d'images, parce qu'en fait la notion de LoRa elle est très générale. Vous pouvez avoir des LoRa pour des modèles de langage par exemple, vous pouvez être LoRa pour faire adopter un style particulier, par exemple un modèle, etc.
Donc les LoRa c'est bien, mais quand on met plusieurs, c'est un peu qui tout double. Par exemple, si on met un LoRa de corgi, il sait bien faire les corgis. Si tu mets un LoRa de style pour avoir un graphisme Pixar, si le but c'est de dessiner des corgis en style Pixar, ça peut marcher ou pas. Parce que les LoRa, ils peuvent aussi se mélanger. Et les deux concepts qui sont censés apporter peuvent aussi se mélanger et se dissoudre un petit peu. Et c'est là que ZipLoRa entre en jeu, puisque c'est exactement pour éviter ça que la recherche arrive. On peut avoir un rendu parfait d'un corgi à un style Pixar. Et puisqu'on est dans les LoRa, on peut aussi parler des concept sliders. C'est les jauges de concept. Alors c'est quoi ce truc ? Ça permet de régler de manière continue, comme si on avait une jauge, un slider que tu peux modifier de 0 à 1 comme tu veux, un concept donné sur une image. Par exemple, admettons que vous vouliez faire un portrait photoréaliste d'un gars et que vous vouliez changer son âge. Alors le truc classique, c'est que vous changez le prompt. Au lieu de mettre jeune gars, vous mettez vieux gars, ou pas si vieux gars, ou encore gars mûr mais pas moisi. Bon, déjà, c'est pas super précis, puis à chaque fois que vous changez le prompt, l'image du gars, elle va changer aussi, parce que voilà, c'est pas pour a priori, ce sera pas le même gars. Alors comment faire ? Il peut s'avérer que les LoRa peuvent être utiles. Ces adaptateurs peuvent être appliqués avec plus ou moins de force. Donc on peut régler à quel point leur contribution modifie le modèle original. Donc l'idée, c'est de créer un LoRa pour le concept que vous voulez. Par exemple, l'âge, et de l'appliquer plus ou moins à un même prompt, un même réglage, etc. Donc avec ça, vous pouvez régler continuellement l'âge de votre sujet. Si vous aviez un slider pour l'âge, vous pourrez régler continuellement l'âge d'un sujet. Avec ça, vous pouvez faire absolument tout ce dont vous pourrez... avec ça, vous pouvez tout régler, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez régler l'intensité de tout. Du sourire, du maquillage, de l'expression de surprise, les cheveux qui sont raides ou qui sont bouclés. Vous pouvez même avoir des concepts qui sont plus abstraits, comme être cuit. Vous savez, vous faites une image de bouffe, et après vous avez un truc, vous jouez plus de crudité, moins de crudité. Vous pouvez avoir des styles, bien sûr, avec des niveaux de qualité, et vous pouvez même fabriquer des LoRa de réparation. Parce qu'il y a des distorsions parfois dans les images qui sont générées, des objets bizarres qui sont fusionnés les uns avec les autres. Tout ça se repère en termes de direction dans l'espace latent, et on peut fabriquer des LoRa qui encouragent ou qui découragent certains comportements, y compris celui de faire fondre les mains des gens dans les tables, par exemple. Donc, il faut quand même produire en LoRa, évidemment, donc ça veut dire que ça nécessite du calcul, tout ça un petit peu. Ça prend un petit peu de temps, mais ça reste relativement accessible, et surtout, une fois qu'on en a un de LoRa, on peut le réutiliser, et même le distribuer. Et donc c'est un outil qui paraît super utile, et maintenant qu'on commence à toucher à la génération en temps réel, ça promet, parce que ça veut dire que vous pourrez régler plein de trucs comme ça en temps réel, ça va être incroyable. Ouais, il me semble même que c'est assez central dans l'appropriation au quotidien de la génération d'images comme ça assistées. Tu as besoin de subtilement modifier tel ou tel élément sur tel ou tel critère, un peu comme certains réglages d'images dans Lightroom ou dans Photoshop, dans les applications de traitement d'images. Bon voilà, ça tombe pile dedans. Guillaume, on enchaîne avec un sujet qui, alors ça va être compliqué de le visualiser à l'audio, mais je voudrais quand même me risquer. En gros, imaginez que c'est un sujet qui va faire voilà, excuse-moi, j'ai essayé de rendre ça à peu près radiophonique. C'est ça, on passe au sujet suivant. Donc, non, c'est un peu, c'est exactement l'idée, puisqu'en fait, l'idée, c'est de rajouter de la physique à des rendus 3D, mais des rendus 3D photoréalistes par les Gaussian splatting. Donc on parle encore des éclats de Gaussian, cette fameuse méthode pour représenter des scènes en 3D photoréalistes à relativement pas cher, parce que ça devient de plus en plus dynamique, ce domaine. Alors on avait déjà évoqué plusieurs solutions de Gaussian splatting pour faire des animations, donc des vidéos, carrément des vidéos volumétriques. Donc on avait des vidéos volumétriques, on avait des avatars en 3D animés aussi, des avatars photoréalistes, mais qu'on pouvait animer par morceaux et qu'on pouvait piloter. Et là, c'est carrément de la physique qu'on rajoute à ces objets. Donc on peut avoir une scène de petit-déj, vraiment photoréaliste, vous pouvez vous déplacer, voilà, c'est vraiment comme si vous avez une vidéo, mais vous pouvez déplacer où vous voulez, avec un toast sur une assiette, une fourchette, tout ça sur une table, on peut tourner autour comme si on y était. Et maintenant, on peut aussi beurrer sa tartine avec de la confiture virtuelle. Je sais, beurrer avec de la confiture, bon. C'est bizarre. Bref, on peut étaler donc sa confiture virtuelle sur la tartine. Et c'est réaliste, c'est à s'y méprendre. Et enfin, on dirait une vidéo, ça a l'air con, parce qu'on dirait une vidéo d'un beurrage de tartine, c'est pas super. Confiturage. Mais le truc, c'est de confiturage de tartine, exactement, mais bon, ça n'a pas l'air incroyable, mais en fait, ce n'est pas une vidéo. C'est une scène 3D où la physique de la confiture est simulée. Parce que quand on y réfléchit, les éclats de Gaussian, en fait, c'est quoi ? C'est idéal pour faire de la physique, en fait. Parce que le principe, c'est que la scène est représentée par une infinité de tout petits nuages colorés, qui sont en fait des ellipsoïdes, donc des nuages elliptiques comme ça, qui sont comme des petites boules, mais qui sont un petit peu écrasés dans une direction ou une autre. Et bon, comme toute bonne ellipse et qui se respecte, et comme toute bonne boule, de toute façon, elles ont des centres, ces ellipses. Donc en fait,
Une scène en Gaussian splatting, c'est aussi une représentation en nuage de points de la scène. C'est-à-dire une approximation d'une représentation continue de cette même scène, à peu de choses près. Bon, en fait, à l'intérieur près, parce qu'il faut il faut faire une analyse assez poussée pour rajouter un intérieur aux objets, parce que les Gaussian splatting, en fait, ils s'en foutent de l'intérieur. Puisque eux, ils optimisent, en fait, c'est un processus d'optimisation, Gaussian splatting, ils optimisent pour l'aspect visuel. Et donc, il va pas rajouter un intérieur, ça sert strictement à rien, et ça coûte des bouboules, donc c'est pas la peine. Donc, ça veut dire qu'avant de faire ça, il faut prendre la scène, il faut l'analyser, il faut prendre les objets et leur rajouter un intérieur, et après, on a une approximation continue de cet objet, puis après, on fait de la mécanique des milieux continus, comme en 40. C'est-à-dire, voilà, cette tranche de pain a un intérieur, et on peut attribuer aux particules qui la composent un poids, une physique, une viscosité d'ensemble, etc. Et du coup, on peut envoyer ça à des solveurs physiques classiques, des trucs qui existent déjà, parce que la physique des solides, c'est quand même un truc, voilà, ça date pas d'hier. Du coup, tu peux utiliser des solveurs standards, quoi. Et au final, t'as une simulation des mouvements de physique réalistes, avec des trucs qui peuvent être plus ou moins rigides, se déformer, couler, rebondir, ou même se déchirer. Et en prime, gratos, t'as le rendu en 3D photoréaliste, puisque tu modifies un Gaussian splatting. Donc ça reste un Gaussian splatting. Donc on se retrouve avec des vrais objets qui peuvent interagir. Et donc c'est un travail qui est très prometteur pour le jeu vidéo, par exemple, mais aussi pour le cinéma, parce que je ne serais pas surpris que les effets spéciaux, qu'il y ait une partie des effets spéciaux qui soient faits en Gaussian splatting, plutôt qu'en rendu polygone d'ici quelques années. Ce serait quoi, du coup, les avantages? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit plus rapide de générer des choses différentes? C'est assez simple, hein. Tu imagines, tu prends un acteur, tu prends un acteur, ou même tu prends une scène entière, au lieu de la modéliser pour avoir un rendu photoréaliste et de la rendre avec du ray tracing et tout le tout-ci, tu prends, je sais pas moi, 250 photos un petit peu dans tous les sens. Ensuite, tu fais digérer ça par un truc, t'as ton machin, ensuite tu fais une analyse, tu lui rentres de la physique, et puis après, tu fais exploser des trucs autour de l'acteur, et puis aucun problème. Ouais, bien sûr, les explosions sont réalistes, tout est parfait, l'acteur est là, il peut se prendre des machins dans la tronche sans aucun souci, et puis t'as quasiment, enfin bien sûr, il y a probablement des petites retouches à faire ça et là, mais t'as même pas eu besoin de modéliser quoi que ce soit. Bon, ouais, on parlait en intro des écoles de modélisation numérique. Réfléchissez à deux fois avant de faire vos vœux. Bon, on continue, Guillaume, avec toujours un sujet qui peut être assez cocasse et assez étrange au premier abord. C'est l'art de tromper les générateurs d'images tels que DALL-E 2 ou Stable Diffusion. Et là, vraiment, il s'agit d'un concept assez curieux. Il va falloir que tu nous le détailles. C'est d'utiliser des mots chelous à la place de certains mots clés, c'est complètement glucose. Mais oui, c'est un résultat qui est quand même assez amusant de l'université de Duke et de Baltimore. Enfin non, c'est préoccupant, mais moi ça m'a fait marrer. Savez-vous qu'il existe un langage codé pour DALL-E 2, pas DALL-E, mais pour DALL-E 2, et Stable Diffusion, par exemple? Savez-vous ce que c'est qu'un TWIF? En fait, ça s'appelle aussi un Mowgli. Alors tout ça, c'est un chat en fait. Alors pas confondre avec un Butnip Fugo, qui est un chien, et c'est DALL-E 2 qui parle comme ça. Peut-être qu'un elfe qui fait un AVC aussi parle comme ça, je sais pas, mais DALL-E 2 apparemment. Oui. Donc c'est pas les seuls équivalents, et c'est à mourir de rire, parce que un glucose aussi, ça veut dire un chat, en DALL-E 2, et bien sûr, il existe des équivalents elfiques en AVC pour dire à poil, cul, etc., bien entendu, j'imagine. Et ça, évidemment, le filtre qui, en général, évidemment, vire les mots qui sont pas catholiques, il va pas les comprendre. Donc ça ouvre la voie un moyen de jailbreaker les générateurs d'images pour leur faire créer des choses salaces ou simplement interdites, d'une manière qui est quand même assez inattendue. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'allais te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on sait pas exactement, c'est probablement un effet collatéral du modèle de langage, parce qu'en fait, tout générateur d'image doit intégrer un petit modèle de langage pour pouvoir interpréter les prompts, puisque les prompts, voilà, c'est de l'anglais. Et il est entraîné sur une masse de texte qui dépasse sans doute son domaine d'usage. Par exemple, la plupart des générateurs d'images marchent en anglais. Tout simplement parce que le dataset d'images, il est légendé, la description des images, elle est en anglais. Donc c'est dans cette langue que l'association entre les images et les concepts se fait. Mais le modèle de langage, lui, il est indépendant. En général, on prend un modèle de langage qui a déjà été pré-entraîné, et il a certainement vu aussi d'autres mots dans d'autres langues, qui sont pas utilisés pour sa fonction principale, mais qui existent quand même dans son esprit, quelque part. Et qui peuvent, pourquoi pas, être associés de manière un peu aléatoire à des concepts visuels. Parce que tant que ça gêne pas l'objectif premier qu'on lui demande, il peut bien faire ce qu'il veut avec les trucs, avec les bouts qui restent, tu vois. Et donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver à caresser un adorable petit glucose.
J'adore ce genre de petits détournements qu'on n'avait pas vu venir dans les modèles de langage, dans les intelligences artificielles. Je trouve ça assez rigolo. Bon, ça aura servi de couverture à cet épisode, Guillaume. Je me demande pourquoi. Tu as été probablement marqué par ce que ça représente, mais en tout cas, ça y est, hein, il y a des influenceuses complètement virtuelles dont on doit parler, Guillaume. Oui, alors je sais que c'est pas une nouveauté du tout, ces influenceuses, instagrammeuses ou streameuses même virtuelles. Hein. Mais celle-là, je l'ai remarqué sur Reddit, sur un fil où des gens trouvaient toutes sortes d'arguments pour affirmer qu'elle était réelle. Ça, les gens, ils discutaient, ils se battaient. Mais non, elle est réelle et tout. Alors, c'était pas cette photo dans le Reddit en particulier, mais c'était elle. Par contre, c'était le truc. Donc, ce truc donc représente une jeune fille de 25 ans, aux cheveux roses, qui posait avec un t-shirt, en tout cas sur Reddit, un t-shirt de Blink 182, je crois. Et justement, le logo et le t-shirt étaient corrects. Justement, le logo était parfait. C'était bizarre pour un générateur d'images. Et les pupilles aussi. Les pupilles étaient symétriques et rondes. Et ça, c'est vraiment pas évident à faire. Et donc, certains affirmaient que c'était pas une image générée, alors que si on suivait le lien, parce que c'est lié sur un article, tout simplement, eh ben, on lisait que cette fille s'appelait Aitana, et qu'elle avait été créée par une agence espagnole qui s'appelle The Clueless, et qui commençait tout simplement à en avoir marre des filles réelles. Voilà, parce que c'est Ruben Cruz, qui le confie à Euronews. Les divas aux égos surdimensionnés avec plein de manies, ça coûte une blinde, et ça va bien 5 minutes. Je résume, hein. Du coup, ils se sont dit, on va en créer une nous-mêmes, hein. Et puis voilà, Aitana ne fait pas mystère de sa nature générative, pas du tout, mais elle a quand même 122 000 followers sur Instagram et elle rapporte en moyenne $3 000 par mois. C'est pas si mal, parce que pas bien cher, hein. Alors, il faut quand même prendre des photos réelles aussi de lieux, de restos, les petits déj et tout, il y a beaucoup de choses qui sont réelles, hein, tout simplement, c'est aussi pour ça. Et puis, on génère des images d'elles, mais après elles sont retouchées. Parce qu'il faut corriger souvent des trucs qui vont pas. Et c'est pour ça que le t-shirt et les yeux sont parfaits, parce qu'en fait, ils ont été retouchés. Et donc, finalement, c'est très réaliste tout ça, et la connexion, comme ils disent, la connexion avec les fans se fait. C'est explicite que c'est artificiel. Mais il y a une connexion entre le fan et cette chose à forme féminine qui marche quand même, et voilà, la boîte a pris soin de lui créer aussi une personnalité, un background, un environnement crédible. Donc, c'est aussi un investissement, quelque part. Alors, j'en parle souvent, et petit à petit, ça se banalise, tout simplement. Les influenceuses artificielles vont devenir de plus en plus simples à faire. Bientôt, elles vont s'animer, hein. On parlait de vidéos il y a pas longtemps, il y a aucun problème, hein. Bientôt, elles pourront parler, écrire à leurs fans de manière autonome, très vraisemblablement. Tout ça facilement, avec un investissement modeste, hein, évidemment, et ces créatures, si on veut, vont proliférer. Alors, du point de vue des utilisateurs, j'en viens à me demander d'ailleurs à quel point ça change quelque chose. Parce qu'à quel point Aitana est plus virtuelle qu'une autre Instagrammeuse. Parce que les Instagrammeuses, je veux dire, la plupart se montrent jamais en public, ou sinon recouvertes de filtres numériques, tu vois, de bas en haut. Et par ailleurs, d'ailleurs, sur le Washington Post, il y a un long article sur OnlyFans, à travers le parcours d'une star du milieu, très intéressant, Bryce Adam, qui est intéressant. Ça explique rien de forcément super nouveau, mais ça explicite juste beaucoup de choses. Sur OnlyFans. Ça lève le voile quand même sur des choses. Enfin, moi, j'ai découvert, j'ai eu l'impression de vivre un reportage que j'avais pas eu l'occasion de voir. Tu pouvais supputer des choses, tu pouvais imaginer des choses, mais là, ça te les explique de manière très concrète. C'est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder. C'est l'article qui est en fin de rubrique section imagée, avec le lien sur le mot autre qui pointe vers le Washington Post. C'est hyper intéressant, Guillaume. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, on dit sur OnlyFans, tout le monde peut se lancer, c'est tout à fait vrai. Après, le problème, c'est qu'il y a un infime pourcentage qui vivent vraiment bien, en fait, d'OnlyFans. Bryce, c'est de même dans les 0,01% qui ont fait fortune, littéralement, puisqu'il y a plusieurs millions de dollars de bénéfices. Par contre, à quel prix? Parce que déjà, il faut voir le boulot que c'est, hein. C'est un boulot non-stop tous les jours. 7 jours sur 7. Il faut une productivité infernale, il faut une présence constante, donc t'as une absence totale d'intimité, ta vie est ton boulot, ou inversement. Et finalement, c'est quoi Bryce Adam? Le journal répond à ça. Bryce, c'est pas une femme, c'est une PME. Derrière elle, il y a une entreprise entière avec un studio, un staff et des réunions bi-hebdomadaires pour décider de ce que fera, dira et sera Bryce Adam. Bryce Adam, le perso. Il y a une équipe de filles qui répond en son nom aux fans sur le chat. Bryce, c'est une construction. Elle est déjà virtuelle. Et pas seulement parce que 100% de ses fans ne la verront jamais que sur un écran, ou dans des vidéos qui sont lourdement éditées, mais tout simplement parce que c'est du cinéma, tout simplement. Et l'intimité que t'as l'impression d'avoir, c'est du vent. Alors j'ai bien conscience que c'est pas une révélation super fabuleuse en soi, non. Faire, mais ça relativise la révolution d'avoir un personnage qui est, lui, 100% artificiel du début, quelque part. Tu vois, quelle différence ça fait.
Alors du côté oui, ça des c'est du côté utilisateurs, utilisateur, consommateur entre guillemets. D'un côté professionnel, industrie, ça change peut-être quand même les choses. Exactement, et c'est là où c'est exactement ça que je voulais dire. Du côté des pros, c'est une autre histoire. C'est ça. Parce que certains acteurs mainstream continuent de s'inquiéter d'ailleurs des capacités des doubles synthétiques, même alors que il y a eu l'accord entre la SAG-AFTRA et donc le syndicat des studios, l'union des studios. En fait, c'est Justine Bateman qui est une de celles qui s'en inquiète le plus ouvertement. Alors, elle est pas super connue ici, elle a joué un petit peu dans Lois et Clark et dans Sacrée Famille, dans les années 80. Et comme d'autres, elle s'inquiète de certaines formulations un peu vagues dans les accords qui ont été remportés par les acteurs. Donc en particulier, il y a la raréfaction des boulots, évidemment, face aux objets synthétiques qui pourront être partout à la fois, qui pourront remplacer des figurants, ce genre de choses. Et puis il y a même aussi des choses qui sont plus subtiles, comme les limites sur la notion de ressemblance. Parce que il faut que les studios aient l'accord des gens pour faire quelque chose qui ressemble à un acteur. Bon. Ok, mais admettons qu'un studio ait scanné Denzel Washington. Ok, donc il peut pas réutiliser Denzel Washington sans l'accord de Denzel Washington. Mais est-ce qu'il peut utiliser des éléments de Denzel Washington pour créer un construct qui ressemble pas complètement à Denzel Washington, mais qui a la même carrure, la même démarche, la même présence à l'écran, tu vois? Ouais. À quel point est-ce que les morceaux de Denzel Washington, les yeux de Denzel Washington, pourront être considérés comme des choses qui appartiennent à Denzel Washington ou qui appartiennent au studio qui les a scannés? Donc ça, c'est compliqué, et donc il va encore y avoir probablement des procès à l'avenir avec ce genre de problème, et avec des issues qui sont très incertaines, comme on peut déjà l'entrevoir aujourd'hui avec le copyright. Je pense que parmi les formations universitaires qui ont encore de beaux jours devant elles par rapport à la remarque de J20, le Java Work dans Discord, dont je parlais donc en intro, il y a probablement les formations dans le domaine du juridique. Je pense que là, il y a encore du taf. Mais de toute façon, voilà. Il a raison pour les formations artistiques, mais ouais. Ça s'étend à toutes les formations que les IA dont les IA sont capables de toucher le boulot, quoi. Et il y en a de plus en plus. Et évidemment. En réalité, le but d'OpenAI, c'est que tous, en fait, soient touchés. Ouais. Parce que quand leur but, c'est de faire une intelligence générative. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver, mais bon, leur but, c'est de faire une intelligence générative, c'est-à-dire quelque chose qui est au moins aussi doué qu'un humain à toutes les tâches qui ont une valeur économique. C'est même comme ça qu'ils le formulent. Donc, c'est clair. Je veux dire, à moins que ce soit un travail manuel pour lequel il faudra un robot, éventuellement, tout type de travail qui a une valeur économique pourrait être remplacé par une AGI. Ouais. C'est comme ça qu'on définit une AGI. Donc, tu m'étonnes qu'ils investissent. Oui, alors, tu m'étonnes qu'ils investissent. Après, ça pose aussi un certain nombre de problèmes, et pas que dans l'art en particulier, parce que là, c'est le présent, tu vois. Et encore, ça évolue, mais c'est... oui, effectivement, on peut se poser des questions, c'est sûr. Ouais, puis tu le dis, il suffit que dans la robotique, ça fasse les mêmes bons et les mêmes progrès, et puis, ce sera beaucoup de métiers. Bon, Guillaume, je pense qu'on a suffisamment torturé le cerveau de nos auditeurs, on leur a fait suffisamment se poser de questions, mais ils nous aiment et ils t'aiment pour ça aussi. Il faut quand même qu'on les repose un peu et qu'on parle de sujets plus légers, ou pas, c'est selon, mais on va parler un petit peu de jeux vidéo pour conclure cet épisode. Guillaume, tu as créé un nouveau comité, une ligue de défense à laquelle il va falloir qu'on soit tous extrêmement sensibles. Ce sont nos pauvres GPU qui sont maltraités à travers le monde. Guillaume, qu'est-ce qui se passe encore ? Oui, c'est scandaleux ce qui se passe en Chine. On arrache des GPU à leur carte, c'est déchirant. Mais il faut dire que c'est du délire aussi. L'engouement autour des puces de Nvidia, il est hors de contrôle. Ça, c'est factuel pour le coup. Donc des chiffres. 206% de hausse de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier au même trimestre pour Nvidia ce trimestre-ci. 34% de hausse par rapport au trimestre dernier qui était déjà très bon. C'est pas mal. Sur ces 18 milliards de dollars en 3 mois, je rappelle, de bénéfices, il y en a 14,5 qui proviennent des cartes professionnelles pour les data centers. Donc c'est officiel, le jeu vidéo, c'est une sorte de hobby pour Nvidia maintenant, tu vois, puisque ça représente seulement 2,8 milliards de dollars pour les GeForce. Bon, c'est quand même en solide hausse d'ailleurs. Si tu regardes les chiffres de l'an dernier, il y a une très forte hausse sur le segment gaming aussi, parce que probablement, ils ont lancé des modèles milieu de gamme, que juste les gens peuvent acheter. C'est marrant, quand les gens peuvent se procurer des choses, ils les achètent. Oui. C'est fou. Donc, la demande pour les puces pro, destinée à bouffer du modèle de deep learning, elle est là, évidemment. Et elle est même telle qu'on assiste à des scènes improbables en Chine où des 4090 viennent d'être interdites.
Du coup, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Ils en ont acheté par tanker entier, hein. Ils en ont fait des stocks monstrueux, ils les ont thésaurisés juste avant l'embargo. Et elles sont pas du tout, pour l'hiver, c'est ça, pour l'hiver, et elles sont pas du tout destinées aux joueurs, ces cartes. Hein. En fait, ce sont des cartes qui vont aller directement dans les data centers chinois. Presque directement. Parce qu'en fait, ces cartes pour jouer, elles sont pas du tout adaptées à aller dans des data centers. Parce qu'elles sont très grosses, très larges, sont très bien refroidies, parce qu'elles sont prévues pour être refroidies de manière autonome et assez silencieuse. Ça se coule quand tu veux jouer avec, mais quand tu as des serveurs, c'est juste lourd, parce que un serveur, ça doit être le plus dense possible. Donc des grosses cartes où tu peux pas en enquiller trop de place, maximum dedans, ça prend trop de place, c'est nul. Donc, ces cartes sont en plus pas équipées de beaucoup de RAM, donc il faut en mettre encore plus, en fait. Il faut en aligner encore plus. 24 gigaoctets, c'est super pour le mainstream, mais c'est nul pour les pros de l'IA, en fait. Et qu'à cela ne tienne, les serveurs chinois sont tellement morts de faim que par milliers, les 4090 sont complètement repackagés. Donc on dessoude les puces et la RAM des cartes qu'on remplace avec un nouveau radiateur qui est beaucoup plus compact, un nouveau système de refroidissement, une nouvelle carte, tout est fait pour que les cartes soient beaucoup plus compactes, qu'elles sont toutes refaites, et du coup tu les revends 10 000 $. Et oui, c'est du tuning généralisé, c'est génial. C'est du tuning industriel. Ouais, voilà, 4090, c'est un truc de fou. Et donc voilà, 10 000 balles du coup, les prix des 4090 vont rester haut, hein, là ça c'est une certitude. Enfin, en tout cas, si vous cherchez des pièces, si vous cherchez des cartes sans puce ni RAM, ou juste un gros radiateur pour, je sais pas, faire presse-papier, vous en trouverez d'occasion plein à l'appel sur le marché chinois. Merci Guillaume. Une cause à laquelle il fallait être sensible. Une autre cause à laquelle nous devons être sensibles, Guillaume, c'est les versions numériques, les versions physiques du patrimoine numérique et en particulier vidéoludique, mais pas que. Oui, pour CD Projekt, tous les Blu-ray PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 sont encore aujourd'hui les disques de la honte. Là, ils matérialisent plutôt l'accident industriel qu'a été le jeu sur les consoles de génération précédente, et ils ont occulté les qualités réelles que le titre avait même sur PC dès le début, et puis tous les progrès réguliers qu'ils ont fait à grands coups de gros patchs pendant les mois qui ont suivi. Et aujourd'hui, sur console nouvelle génération, et même sur PC d'ailleurs, le jeu a beaucoup changé. Il est en version 2, il y a une grosse extension qui est unanimement saluée par la critique, et sa popularité montre que la rédemption est possible, et nous donne espoir à tous, nous pauvres pêcheurs. Mais il y a un problème, sur PC comme sur console, la version 2 n'existe qu'en téléchargement. À ce jour, toutes les versions physiques de Cyberpunk sont des versions de la honte. Donc un joueur du grenier de 2057, qui n'aurait que ces versions atroces à utiliser, il aurait bien raison de se moquer en streamant ses impressions depuis son iPad de 2057. Heureusement, ça sera bientôt plus le cas, parce qu'une nouvelle version physique sur Xbox Series X et PS5 arrive avec la version 2 et le DLC directement sur le disque, la version finale, donc définitive et digne du jeu qui sera préservé pour les siècles des siècles. Alors ok, vous allez me dire, ok papy, tu nous gonfles avec ta préservation, et en plus là tu nous parles d'un jeu qui est pas vraiment confidentiel, que les gens ont acheté, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment trop de raisons de s'inquiéter. Et c'est pas faux, mais figurez-vous que cette problématique, ça évoque toujours cette problématique de la conservation, et que cette problématique de la préservation du jeu, des maths, /cloud, /service, s'étend tout naturellement aux films et aux séries. Vous adorez Netflix, vous adorez Apple TV+, vous adorez HBO, tout ça. Bon, les films que vous avez aimés, comment ça se passe? C'est quand vous avez envie de les voir et qu'ils sont sortis du catalogue. Ils sont même pas sur un coin de votre disque dur, ils existent même pas en support physique, donc vous pourrez plus jamais les voir. Et en fait, c'est ce qui fait dire à Christopher Nolan que le streaming est un danger, et à Guillermo del Toro que posséder des supports physiques, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité du gardien de la mémoire, de celui qui conserve pour les générations futures une œuvre qui pourrait disparaître sinon. En fait, les réalisateurs restent d'ailleurs très attachés aux médias physiques et accordent beaucoup de soin à ces versions-là, parce que pour eux, effectivement, c'est une manière de préserver le média au-delà des aléas de tout ce qui peut arriver sur les serveurs, les clouds, les services de streaming. Bon, certains mauvais esprits diront que nous investir d'une mission de préservation de leur œuvre qui leur rapporte aussi pas mal de pognon en royalty. C'est mon sarcasme. Peut-être un petit conflit d'intérêts, d'accord. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, je suis sûr qu'il y a déjà des films ou des séries qui sont pas évidents, que vous avez beaucoup aimé, qui sont pas évidents à revoir hors piratage. Rappelle-toi cette maxime, c'est pas parce que ça les arrange bien qu'ils ont pas raison. On continue à parler des moteurs, Guillaume, de jeux vidéo. Lequel a défrayé la chronique il y a pas longtemps? J'ai perdu Unity. son nom. Ouais, c'est merci. Unity. Ouais. Et justement, effectivement, c'est juste pour dire très très rapidement que
il y en a qui apprennent des erreurs des autres et ça fait plaisir à voir. Comme Unity s'est pris les pieds dans le tapis quand il a voulu refaire sa grille tarifaire dans un sens vraiment pas très sympa pour les développeurs, et les gens qui font Game Maker, ils se sont dit on va faire très exactement l'inverse et normalement ça devrait mieux marcher. Et du coup, effectivement, c'est Noël, puisque Game Maker, c'est effectivement un utilitaire pour créer des jeux. Pour créer des jeux indépendants en 2D, des jeux qui sont pas forcément des blockbusters, mais enfin, c'est les trucs qui ont servi à faire des jeux comme Undertale ou Hotline Miami 2, donc des jeux qui peuvent être vraiment sympas. Et donc, ils ont annoncé que ça devenait gratuit, tout simplement. C'est-à-dire que si vous... alors, c'est gratuit pour... c'est pour le gratuit déjà si vous ne développez pas sur console, et pour les projets non commerciaux. Par contre, si vous voulez vendre votre jeu, vous suffira de payer $100. Et le moteur sera à vous, tout simplement, et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Il n'y a plus d'abonnement mensuel, ils ont supprimé l'abonnement mensuel. Écoute, ça existe encore des gens qui vont à l'envers de tout le monde, c'est-à-dire suppriment des abonnements mensuels, c'est pas merveilleux. C'est vrai, t'as raison. Ouais, peut-être qu'ils disparaîtront parce que ce sera pas viable dans l'environnement concurrentiel aussi. Enfin, pas de malheur. Bon. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'allais attirer le mauvais œil. Au passage, c'est marrant quand tu vas sur la page des tutos, pas des tutos, mais des tutos de Game Maker. Très très vite en home, il y a parmi les tutos populaires un guide pour les utilisateurs de Unity pour passer à Game Maker. Ça se chante et ça se danse comme un tuto populaire. C'est beau, bien raccroché. On termine, Guillaume, avec un dernier sujet dans le monde du jeu vidéo, avec du gratuit, c'est ça ? Oh, quand c'est gratuit, ça m'intéresse, Guillaume. Évidemment. Savez-vous que DOSBox possède une version JavaScript et que cette version JavaScript est à la base de DOSDeck, qui est un site web qui permet de jouer à des jeux DOS dans son navigateur sans rien installer en cliquant dessus. Tout est préconfiguré, vous pouvez même jouer avec une manette, des jeux DOS qui sont donc prévus pour jouer avec des souris et des claviers normalement. Les Mims. Vous jouez à la manette et ça marche très bien, en tout cas ça marche aussi bien que possible. Ouais. Et pour l'instant, il y a des shareware et des démos, donc tout est gratuit. Vous pouvez acheter effectivement, il y a des liens pour aller acheter les jeux DOS. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ils veulent en rajouter plein. Moi, je dis, c'est tellement facile que c'est même plus marrant. Elle est où la préservation là s'ils font le boulot pour nous en numérique sans posséder les versions physiques. Warcraft, le premier Warcraft. Merci Guillaume pour la préparation de cet épisode, merci pour ta patience avant qu'on enregistre avec mes méandres d'outils qui enregistrent mais qui enregistrent mal. On a décalé un petit peu, on a passé un petit peu plus de temps à enregistrer notre épisode, mais c'était un plaisir de passer ce moment évidemment en ta compagnie et j'espère surtout que ça aura été un plaisir pour les auditeurs de passer un moment en notre compagnie et en plus normalement si le boulot est bien fait ils ont joint l'utile à l'agréable parce qu'en plus d'avoir passé un bon moment ils ont appris plein de choses et ils ont appris tout ce qu'il fallait savoir pour être à jour dans le domaine de la tech. Cette fin de semaine il n'y aura pas d'épisode supplément classique, par contre vous aurez droit à un retour de Tech Café Domotique avec l'équipe Tech Café Domotique qui vous reparle un petit peu des sujets de maisons connectées, notamment avec des sujets autour du solaire. Peut-être que ça intéressera une partie d'entre vous. Je vous rappelle les incontournables que je vous ai listés en introduction, à savoir qu'il faut bien entendu envisager, si vous en avez la possibilité, un soutien sur patreon.com/techcafé, mais aussi et surtout de venir évaluer le podcast sur Apple Podcast. Pourquoi on continue à vous demander de venir nous laisser des petites étoiles et des avis positifs ? C'est que d'une part, ça fait plaisir, je vous le cache pas, et d'une autre part, en plus, ça permet à celles et ceux qui cherchent un podcast sur la tech de se rendre compte à quel point la communauté de Tech Café est enjouée au contenu qu'on vous diffuse semaine après semaine, et donc c'est aussi votre petite pierre que vous pourrez apporter à l'édifice. Rendez-vous aussi sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et globalement sur techcafé.fr où vous retrouvez le lien vers tous les épisodes de Tech Café qui ont été diffusés à ce jour, et croyez-moi, il y en a un petit paquet. Évidemment, vous pouvez nous suivre à titre individuel. Guillaume, c'est simple, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ouais, non, j'ai menti, c'est marrant quand même, je suis déjà en train de rejouer à Hérétique, désolé. C'est trop rapide. Bon, voilà, cliquez sur le même lien que Guillaume, et vous pourrez peut-être numériquement imaginer que vous n'êtes pas très très loin de lui sur DOSDeck. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, et puis sur Twitter, sur Mastodon, et en particulier sur Blue Sky, c'est guillaumevendée.fr aussi, on peut mettre son nom de domaine, je l'ai mis, et c'est plus facile de me retrouver. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.